Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la dernière émission spéciale de Lyon Politique consacrée au premier tour des élections présidentielles. Une émission spéciale qui propose pour la troisième fois de suite un débat entre deux représentants des principaux candidats à l'élection présidentielle. Alors aujourd'hui, nous avons deux représentants de candidats qui ne désespèrent pas de se qualifier au deuxième tour, même si on ne va pas se le cacher, ce sera difficile pour Valérie Pécresse et pour Yannick Jadot de parvenir au deuxième tour. Sur ma droite, vous êtes Benjamin Badoir, vous êtes le coprésident du groupe Europe Écologie Les Verts à la métropole. Et donc vous représenterez Yannick Jadot dans ce débat. Et sur ma gauche, Alexandre Vincendet, vous êtes le président de LR dans le Rhône, maire de Rieux-la-Pape. Et donc vous représenterez Valérie Pécresse dans ce débat. Un débat avec 4 thématiques qui seront la laïcité, le climat, la sécurité et l'alimentation. Sur chacune de ces thématiques, je vous proposerai de nous développer une mesure phare et puis ensuite de répondre à celle qui aura été présentée par votre adversaire du jour. On commence aujourd'hui avec la laïcité. Je propose à Alexandre Vincendet de commencer les débats et puis on alternera ensuite en fonction des thématiques. Sur la laïcité, une thématique qu'on a finalement assez peu vue dans cette campagne présidentielle. Quelle proposition phare vous pourriez développer au nom de Valérie Pécresse ? Moi, je pense que la proposition sur la laïcité, il y a déjà une chose qu'il faut se dire. Il faut sortir des outrances et des caricatures. La laïcité, ça fait partie de nos institutions et de notre constitution. Nous sommes une république laïque. La laïcité à la française, ça veut dire quelque chose. La laïcité, ce n'est pas le fait d'effacer les religions. C'est le fait qu'elles sont toutes soumises aux lois de la République et que, par ailleurs, il y a une liberté de conscience. On a le droit de croire ou de ne pas croire. Et on n'a pas le droit d'imposer ses croyances aux autres. Bon, il ne voudra pas échapper qu'il y a forcément un débat sur la laïcité dans notre société. Il y a des tensions. Quand on a des extrêmes qui, aujourd'hui, réunis sont à plus de 30%, c'est qu'il y a un sujet. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, sur la laïcité, il faut être intransigeant, mais pas outrancier ni caricatural. Moi, ce que j'entends par rapport à certains candidats des extrêmes qui disent qu'ils veulent interdire le voile, par exemple, dans l'espace public. Enfin, je veux dire, déjà, on ne peut pas interdire le voile en tant que tel. Ça serait interdit par la Constitution. Parce que si on interdit le voile, ça veut dire qu'il faudrait qu'on stigmatise, ou en tout cas qu'on vise une population en particulier. C'est impossible, et je rappellerai simplement, ayant travaillé à l'époque, en 2010, avec Jean-François Copé, quand on a imposé la loi sur l'interdiction de la burqa. En fait, ce n'est pas une loi d'interdiction de la burqa, c'est une loi interdisant de se cacher le visage dans l'espace public. Moi, je crois que par contre, sur la laïcité, là où il faut être extrêmement clair, c'est rappeler les principes de la République, dire que le prosélytisme, et notamment aussi dans un certain nombre de services publics, dans un certain nombre de bâtiments publics, eh bien, il faut être intransigeant, par contre, sur le respect de cette laïcité. Je prends par exemple l'exemple de ce qui peut se passer dans les piscines, dans un certain nombre de grandes villes, c'est le cas à Grenoble, je pense qu'on peut en parler, mais ailleurs aussi, ça a été le cas à Villeurbanne, et ça a été le cas ailleurs dans d'autres communes de France, où vous avez des élus parfois qui sont un peu complaisants pour des questions électoralistes, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut être intransigeant, il faut appliquer les principes de laïcité de façon extrêmement stricte. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas, et si on n'est pas intransigeant, eh bien justement, on permet aux extrêmes d'avoir un terreau fertile pour pouvoir se développer. Et aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que si nos compatriotes, en tout cas une partie d'entre eux, sont inquiets pour leur identité et sur l'avenir de ce que peut être notre pays, eh bien c'est peut-être qu'il y a une raison, c'est peut-être que les politiques ont été trop faibles par complaisance électorale, et je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut être extrêmement strict sur l'application des règles de la laïcité, notamment dans l'espace public, enfin dans les bâtiments publics, dans les administrations, et aussi dans tous les services où les populations peuvent se retrouver. Donc pas de nouvelles mesures, mais une application stricte. Une application beaucoup plus stricte. Aujourd'hui, on dise les choses telles qu'elles sont, les lois existent. Maintenant, appliquons-les. Benjamin Badoir. Eh bien, bonjour déjà, merci pour cette invitation. On est ravis de participer à ce débat à 2-3 jours du premier tour. Pour répondre à cette question sur la laïcité, déjà répondre effectivement, on pourrait croire qu'on est d'accord sur cette application stricte de la laïcité. Je vais commencer par répondre sur la thématique que vous avez lancée sur les piscines à Grenoble. Là, il y a eu une instrumentalisation assez forte de ce sujet-là, qui n'est pas en fait un sujet de laïcité, mais d'accès aux services publics. À Grenoble, dans les piscines, en fait, pas à Grenoble, dans les piscines en général en France, la règle, elle est claire. C'est un ERP, et les seules règles qui existent, c'est sur l'hygiène et la sécurité. Et en fait, le seul ERP où il y a des obligations concernant la laïcité et concernant la religion, ce sont les écoles qui ont été sanctuarisées en 2004.
À côté de ça, dans une piscine, les seules règles, c'est l'hygiène et la sécurité. Donc la ville de Grenoble, en fait, a écrit au Premier ministre pour savoir est-ce que porter un burkini, parce que c'est ça la question, est-ce que c'est un problème dans une piscine? Il n'a jamais eu de réponse. Qu'est-ce que c'est un problème sur la sécurité et sur l'hygiène? Il n'y a jamais eu de réponse. Donc en fait, là, il faut simplement que l'État donne les vraies règles, mais les règles, aujourd'hui, elles existent, et on les applique simplement. Donc à Grenoble, c'est une application de la loi qui existe. Donc voilà, vous parliez d'application de la loi, c'est ce qu'on fait à Grenoble. Donc à Grenoble, il y a eu une amende pour le port du burkini. Prenons juste un exemple. Pour raison d'hygiène. En fait, par exemple, c'est comme aussi dans des communes, quand vous avez, c'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé, j'ai eu la demande. Donc maire de Rieux, c'est des créneaux pour les femmes. C'est pas des créneaux uniquement pour les femmes, c'est en général des femmes qui portent le foulard et qui vous demandent des créneaux pour elles, parce qu'elles ne veulent pas croiser les hommes. Eh bien ça, c'est non, puisque en France, on a une égalité des sexes et on ne fait pas de distinction entre les gens et quel que soit leur sexe ou leur religion. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas accepter ce genre de demande. Et malheureusement, vous avez, je le sais, enfin, je veux dire, vous avez des mairies, de droite comme de gauche d'ailleurs, qui, il y a encore quelques temps, acceptaient ce genre de demande. Ça, c'est... Je vais finir sur les propositions. En fait, c'est assez simple. Effectivement, il y a une cristallisation autour de ces sujets de laïcité depuis quelques années, malheureusement de plus en plus, avec une instrumentalisation claire de certains partis qui tendent à diviser la population, parce que c'est toujours plus simple de diviser pour mieux régner. Nous, notre proposition, en fait, elle est assez simple. C'est l'application stricte de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Elle fonctionne. C'est une loi qui nous permet de vivre ensemble, les croyants, les non-croyants. Il faut qu'on aille vers cette loi. C'est une loi intemporelle. C'est vraiment un des joyaux de la République. Il faut qu'on continue sur cette loi. Elle nous permet de croire, de ne pas croire. Elle permet l'exercice des cultes. Donc allons là-dessus et ne soyons pas dans la stigmatisation vraiment d'une certaine population, parce que voilà, derrière cette problématique de la laïcité, en fait, c'est simplement de stigmatiser telle ou telle population, et on ne doit pas aller dans cette direction-là. Donc application simple de la laïcité, de la loi. J'ajouterais simplement une chose, c'est que par contre, le fait de défendre la laïcité, c'est aussi défendre les populations que certains voudraient pointer du doigt. Moi qui suis maire d'une ville de banlieue, avec une population dont un bon nombre de mes habitants est de confession musulmane. Vous savez, c'est des personnes qui ont envie de vivre comme tout un chacun, comme vous et moi. Mais par contre, eux aussi sont souvent pris en otage par une toute petite minorité qui essaye de se servir de la religion à des fins politiques. Et in fine, essayer justement de combattre les extrémismes, y compris religieux, et pas seulement politiques, c'est aussi justement être à leur côté pour qu'on arrête de les pointer du doigt. Donc je pense que le débat, il est au-delà même de la simple application de la laïcité. Un dernier mot, Benjamin Bodard ? Un dernier mot, peut-être simplement pour rendre un hommage à Samuel Paty, qui était un professeur qui était tué pour des raisons, notamment ces raisons religieuses, et qui, lui, défendait justement la laïcité. Il défendait la liberté de croire, de ne pas croire, et la critique des religions. Donc voilà, simplement un petit mot en pensant à lui. Allez, alors sur cette première partie, vous avez pris un tout petit peu d'avance, Alexandre Vassandet. On va parler du climat. J'imagine que vous allez assez facilement rattraper votre retard, Benjamin Badouard. Sur cette thématique du climat que votre candidat a essayé d'imposer dans la campagne, une mesure phare que vous retenez ? Oui, je vais venir sur la mesure phare. Évidemment, pour nous, et ça devrait être la même chose pour tous les partis, le climat, c'est le sujet crucial du siècle. En fait, c'est l'enjeu du siècle. Ça fait 50 ans qu'on en parle, les écologistes. Petit à petit, certains partis s'y mettent. Très souvent, c'est pour du greenwashing, mais simplement, c'est l'enjeu du siècle. Vous avez suivi les différents rapports du GIEC de cette année qui ont été émaillés cette année. En juin, on nous parlait de conséquences cataclysmiques si on ne faisait rien sur la thématique du climat. De conséquences cataclysmiques, il faut arriver à mettre un peu, à imaginer ce que ça peut donner. Voilà, il y a 3 jours, il y a eu en début de semaine, les dernières conclusions de ce rapport du GIEC, où ils nous disent que nous n'avons que 3 ans, tout simplement 3 ans pour agir, et qu'ensuite, on ne sait pas où on va aller. On va aller sur une planète dont on ne connaît pas les conséquences, et on ne saura pas quelle habitabilité il y aura sur cette planète. Donc en fait, le climat devrait être l'enjeu de tout ce siècle, et évidemment de tous les partis devraient s'en emparer, mais concrètement. Moi, si je dois retenir une mesure, mais c'est tout un ensemble, en fait, nous, c'est ce qu'on dit à la métropole de Lyon, en fait, on a 23 vice-présidents au climat. En fait, toutes nos politiques, elles sont sur le climat. S'il y a une mesure qui est très importante, je pense, parce qu'elle est à la fois sociale et écologique, c'est l'ISF climatique. On sait que Macron a retiré cet ISF, a supprimé l'ISF, qui faisait gagner quelques milliards d'euros, notamment pour les aides sociales et autres. Aujourd'hui, on veut le retour d'un ISF climatique à partir de 2 millions d'euros et qui augmente évidemment en fonction du patrimoine des personnes et des entreprises et évidemment qui est en fonction aussi de l'impact des actifs sur le climat.
Donc évidemment, si on a des entreprises, si on a des actifs chez les entreprises du fossile, etc., l'extraction du fossile, l'ISF sera plus important. Donc c'est une mesure de solidarité, c'est une mesure écologique. Il faut aller vers cette mesure d'ISF climatique. Pardon. Alexandre Vincent-Day. Sur le climat, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les écologistes qui ont cette conscience-là. L'ensemble de la classe politique, ou en tout cas pour une grande partie d'entre elles, a aujourd'hui la volonté de faire en sorte qu'on puisse agir. On n'a pas simplement les mêmes solutions. Je rappellerai simplement que c'est la droite républicaine qui crée en premier, Georges Pompidou en 1960, avant les années 1974, qui crée le premier ministère de l'écologie. Donc c'est-à-dire que là-dessus, on n'a pas beaucoup de leçons à recevoir des uns ou des autres. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, mais on n'a pas les mêmes solutions, ça peut arriver. Et heureusement, il faut encore, si on avait des solutions qui étaient les mêmes, on ne serait pas d'un côté différent de la table. Et ça n'alimenterait pas le débat. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins. Je pense qu'il faut enlever un petit peu le dogmatisme et se dire que si on veut aujourd'hui baisser les émissions de CO2, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, au bout du compte, on peut aller prendre l'argent là où il est, mettre des taxes, ça ne fera pas baisser le CO2. Alors que si par contre, on investit massivement sur des nouvelles technologies et aussi sur des technologies dans lesquelles la France est leader mondial, alors on peut peut-être y arriver. Ça veut dire qu'on reviendra sur ce qui a été sur la doxa qui a eu lieu ces dernières années. Notamment, vous allez me voir venir avec la fermeture des centrales nucléaires. Aujourd'hui, le nucléaire est la seule énergie, c'est l'énergie la moins chère, surtout quand on voit aujourd'hui la crise des matières premières. Si, c'est vrai. Ah bah si. Aujourd'hui, c'est pas en mettant des éoliennes de partout, en défigurant des paysages, qu'on arrivera demain à générer suffisamment d'électricité. À générer suffisamment d'électricité pour répondre aux besoins de notre pays. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Oui, les centrales nucléaires, pour certaines, ont déjà un certain nombre d'années. Moi, je pense qu'il y a un moment où il est extrêmement important de se dire qu'il faut un plan massif d'investissement où l'État doit mettre la main à la poche. On doit travailler sur les nouvelles technologies. Moi, je regrette, on est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je crois que pas très loin d'ici, il y avait un projet qui, en 1998, a été fermé sur la demande de la ministre de l'écologie de l'époque, Mme Voynet, et M. Jospin, malheureusement, a suivi. C'était Super Phénix qui est encore en cours d'ailleurs de démantèlement, c'est pas très loin d'ici, sur les bords du Rhône, dans le département de l'Isère, qui permettait de recycler un certain nombre de déchets nucléaires pour les réutiliser. Et je pense que là, la France a eu tort de reculer sur ce projet. Je pense que la France a eu tort ces dernières années de ne pas construire de nouvelles centrales nucléaires, et je pense que la France a eu tort de ne pas continuer à investir tel qu'on investissait, alors que depuis le général de Gaulle, et c'est l'honneur de la France et la chance de la France, on a aujourd'hui, parce qu'il y a 50 ans, des personnes ont décidé d'investir massivement sur ces technologies. Nous sommes des leaders mondiaux et notre savoir-faire est reconnu dans le monde entier. Et c'est la seule énergie qui produit beaucoup d'électricité et qui ne rejette pas de CO2. Alors vous me direz que oui, il y a les déchets nucléaires à traiter. Et bien justement, continuons à investir pour savoir comment les retraiter, comment les réutiliser. Et au-delà de ça, continuons à investir et que l'État investisse massivement sur les nouvelles énergies aussi, et bien pour pouvoir se déplacer sur la pile à hydrogène, sur la question des batteries pour justement les voitures électriques, parce qu'aujourd'hui, non seulement c'est extrêmement cher, mais l'autonomie fait que derrière, vous ne pouvez pas la prendre même par exemple pour une famille, pour partir en vacances. Donc toutes ces choses-là, à un moment, ça demande beaucoup de moyens, ça demande un peu de courage politique, mais aussi un langage de vérité et la fin un petit peu d'un certain dogmatisme. Alors sur le nucléaire, du coup vous avez 3 minutes de retard. Oui, je vais répondre sur le nucléaire, on peut parler longtemps du nucléaire. Nous, le sujet sur le nucléaire, c'est qu'effectivement, ça a été une politique où la France a été forte dans les années 60-70, mais là, simplement, on n'est plus dans les 30 glorieuses. En fait, il faut passer à autre chose, pas simplement par dogmatisme, tout simplement, par dogmatisme, mais parce qu'il y a besoin d'une transition. On connaît le nucléaire, déjà le nucléaire, l'uranium, il vient pas du Poitou ou de la Bretagne, il vient principalement en ce moment du Kazakhstan ou du Niger et du Mali, des régions quand même où c'est assez compliqué de travailler sereinement avec ces pays. Les déchets nucléaires, on en a parlé, c'est des milliers d'années où on ne sait pas quoi en faire. Vous parlez de Super Phénix de 98, qui n'est pas encore démantelé d'après vos propres mots. Donc après 25 ans, si on ne sait pas démanteler une centrale nucléaire, comment on va faire pour les autres, qui ont toutes, d'ici 2 ans, qui ont une bonne partie, ont plus de 40 ans. Aujourd'hui, il y a près de la moitié des réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt, pour différentes raisons. Mais comment on fait, en fait, avec ces réacteurs à l'arrêt En fait, le nucléaire, nous, c'est très clair, on veut en sortir, mais il y a souvent, on a été un peu caricaturé là-dessus, on ne veut pas en sortir du jour au lendemain. C'est une transition, c'est comme la transition écologique en général, c'est de la transition. Donc pour l'instant, on va faire avec les centrales nucléaires, mais petit à petit, au vu de leur âge, on va les fermer petit à petit et en investissant massivement. En fait, depuis 40 ans, 50 ans, il y a un investissement massif
sur la recherche dans le nucléaire. Nous, on veut transférer cette recherche massive dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique. Donc c'est simplement une transition, mais une transition active, volontariste. Ensuite, au-delà du sujet du nucléaire, où on ne sera jamais d'accord, mais ça, c'est pas un problème, c'est le sujet de la volonté politique. En fait, c'est trop facile de dire on a créé le ministère de l'Environnement il y a 50 ans, etc. Déjà, suite à la candidature d'Aurélien Dumont, parce que je ne pense pas que vous l'auriez créé sinon, c'est trop facile de parler. Simplement, après, il faut passer aux actes. Nous, on est arrivé à la métropole de Lyon, à la ville de Lyon. Toutes nos politiques, on les oriente en fonction des enjeux, en fonction de ce que nous racontent les milliers, les dizaines de milliers de scientifiques du GIEC. Toutes nos politiques, elles sont orientées dans cette direction-là. Et je ne crois pas que ce soit le cas dans toutes les villes ou autres tenues par les Républicains. Ah, aujourd'hui, vous pouvez regarder à Rieux-la-Vape, c'est le cas. Mais non, c'est pas si, il y a un certain... Alors, on n'a pas les mêmes orientations. On n'a pas eu de quand la ville de Rieux, par exemple, est classée est-ce que vous avez fait un plan nature? Est-ce que vous avez fait doubler il y a un plan. On a doublé les transports collectifs. Je ne crois pas que c'était le cas dans les autres villes. J'ai pas la compétence des transports collectifs. À Toulouse ou autre. C'est juste, par exemple, nous, aujourd'hui, on est classé... On a eu le classement, le label Citergie, qui est donné par l'ADEME. Et aujourd'hui, on fait partie des 55 communes qui font le plus d'efforts en France. Et ça date pas depuis 2020. J'ai lancé ça au lendemain de mon élection en 2014. Parlez-en à Valérie Pécresse ou à d'autres responsables politiques que vous suivez. Et il y a beaucoup de mes collègues, faire. Si je prends par exemple mon collègue de Calbury-Cuire, mes collègues de Saint-Priest, etc., qui font aussi des efforts. Seule différence. Tout à fait. Les efforts, ça, je suis d'accord. En fait, tout le monde s'y est mis, c'est ce que je disais. Par contre, là, c'est pas les efforts. C'est l'urgence. Il faut transformer toutes nos politiques. Il faut les transformer très rapidement. Aujourd'hui, j'ai des bâtiments. Moi, j'ai des bâtiments que j'ai fait créer. Aujourd'hui, vous avez plus de la moitié de l'année. Et on aimerait qu'on soit accompagné, si vous le dites, sur l'ensemble de nos politiques, et que vous votez beaucoup de nos propositions, mais sur le plan nature, etc., on aimerait être suivi sur tous ces éléments-là, toutes ces propositions-là. Parce que là, on n'a plus le choix. En fait, il faut y aller tout de suite. Le climat, c'est maintenant. Sauf que, par contre, et je le dis, il ne faut pas non plus faire de l'écologie, en guillemets, punitive. Quand je dis de l'écologie punitive, c'est quoi? C'est une écologie qui mettrait au bord de la route ceux qui n'ont pas les moyens. Le vrai sujet aujourd'hui, même si on va dériver un petit peu... Notre écologie, elle est solidaire, justement. Non, mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas vrai. Quand aujourd'hui, sur l'histoire de la ZFE, si demain, par exemple, sur la ZFE, on l'applique sur les critères 2. Les critères 2, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, en tant que maire de Rieux, j'ai 75% de ma population qui ne pourra plus utiliser sa voiture. J'ai une des villes qui, aujourd'hui, a une des populations les plus pauvres de la métropole. Et le vrai sujet, moi, mon inquiétude, c'est que je ne veux pas laisser des gens au bord de la route. Parce que comment ils vont faire demain? C'est pas en donnant 2000 € pour une voiture ou 2000 € pour un vélo qu'ils arriveront demain soit à aller travailler, soit à aller faire leurs courses. On a compris la question, vous avez encore une minute d'avance, donc du coup une réponse sur la zone à faible émission. On est tout à fait d'accord sur les ZFE, évidemment. Là déjà c'est dans 4 ans, 4 ans ou 5 ans, pour les critères 2. 75% de la population. Tout à fait, mais on va accompagner, on va accompagner toutes ces personnes-là avec des aides, avec les dérogations petits rouleurs, etc. Il n'y aura personne qui sera laissé sur le bord de la route. Et parce qu'aussi on double les moyens dans les transports collectifs, et on a rendu gratuit ou à 10 €. Il n'y a plus de métro qui est prévu. 150 000 abonnements gratuits justement pour les plus précaires. Donc on est à l'écoute de ces personnes-là. Donc il n'y a pas de sujet. Nous, notre écologie, elle est populaire, elle est vraiment pour les personnes qui sont en demande. Et tout est lié en fait. L'écologie, c'est pas juste l'écologie, l'environnement, les petits oiseaux comme on le pensait il y a quelques années. Et d'ailleurs, les personnes de Lyon et de la métropole nous ont fait confiance parce que c'est un projet global que l'on porte sur la démocratie, on vous a un peu sur l'écologie, sur l'écologie et sur la solidarité. Mais juste pour finir, on peut peut-être finir cette thématique et avancer ensuite sur les suivantes. Moi, ma crainte, c'est que si on prend, des mesures qui sont tellement dures et tellement fortes d'un coup, notamment en tapant sur les populations avant même d'aller sur les très grands investissements, moi j'ai un peu cette impression-là, c'est que premièrement, ça peut très mal se finir en termes de pression sur les habitants qui peuvent aussi à un moment être extrêmement en colère. On l'a vu avec les Gilets jaunes, c'est parti sur la taxe carbone. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à un moment, moi, ça me ferait un peu sourire en coin, mais de façon ironique, parce que si demain, on aide uniquement les personnes qui ont les moyens de se payer aujourd'hui les voitures électriques qui coûtent 30, 40, 50 000 €, et donc qu'une majorité de gauche, finalement, se retrouve à être la défenseuse de ceux qui roulent en Tesla, excusez-moi, mais finalement, on aura un petit peu loupé. Un petit peu caricatural. Et donc voilà, vous parlez d'écologie punitive. Qu'est-ce qui est punitif? C'est de respirer un air sain ou c'est de respirer un air pollué? C'est un moment, c'est une alimentation avec des pesticides, c'est une alimentation sans pesticides. C'est la contrainte. On veut aller au-delà de ça. Et oui, effectivement, juste pour finir, il y a un équilibre à trouver en fait
prendre en considération toutes ces personnes-là et on ne les laissera pas sur le bord de la route. Je vous ai déjà parlé des mesures sur les transports collectifs, par exemple. Mais aussi, il faut aller très vite. Il y a une urgence. Et en fait, si les 30 dernières années, la droite et l'ancien PS avaient pris ces mesures... J'étais dans l'opposition, alors je suis très tranquille. Oui, mais de partout en France. Je parle de Sarkozy et d'autres. Je dirais, s'ils avaient pris ces mesures concrètes sur le climat, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là à avoir cette urgence climatique. Donc, il faut transformer. Il faut vraiment transformer toutes nos politiques pour aller vers ce chemin de l'urgence climatique. Mais évidemment, en trouvant ces équilibres, en accompagnant toutes ces populations. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons faire si nous accédons au niveau national. Allez, on a un peu débordé. Le minuteur ne marche pas, d'ailleurs, je le précise au passage. Mais j'ai l'impression qu'on a un peu débordé sur les temps qui étaient prévus. Donc je propose de passer tout de suite à la troisième thématique, de faire peut-être un peu plus court. Et Alexandre Vincendet de commencer sur la question de la sécurité. Quelles mesures phares sur la sécurité, il y a une chose qui est claire aujourd'hui. Premièrement, j'ai toujours estimé que la sécurité déjà ne dépendait pas d'abord politique, mais c'est une question de responsabilité. C'est la première des libertés. C'est la liberté d'aller et de venir en paix en bas de chez soi. C'est la liberté de pouvoir, être sûr que l'État est là pour protéger ses concitoyens. Le vrai problème aujourd'hui, pareil, c'est comme pour la laïcité, quand vous avez des extrêmes qui sont aujourd'hui à 30% cumulés, c'est qu'il y a un sujet. C'est qu'il y a un sujet. Pourquoi ? Parce que les sujets n'étant pas réglés, eh bien forcément, vous avez des personnes qui vont se servir de ces sujets pour justement faire de l'outrance, faire de la caricature, en pensant avec des mesures qui sont totalement inapplicables, essayer de capter la colère et la peur de nos compatriotes. Le vrai sujet, et là je vais parler en tant que maire de ce que je connais, c'est une question de moyens. Pas une question de loi, les lois elles existent. Au-delà de ça, en tout cas, moi je le vois concrètement. Quand vous mettez les moyens policiers, que vous arrêtez les dealers, que vous arrêtez les voyous, que vous arrêtez ceux qui pourrissent au quotidien la vie de nos concitoyens, que vous donnez aux services enquêteurs les moyens d'agir concrètement pour démanteler un point de deal, pour démanteler un réseau de trafiquants, pour aller chercher le voyou qui a agressé un policier, un habitant lambda ou un élu. Et je l'ai vécu moi-même. Quand vous mettez ces moyens-là, que les personnes sont appréhendées, que les services d'enquête ont des moyens techniques, ont des moyens humains pour monter de vrais dossiers, que ensuite ces dossiers puissent être repris par le procureur, que le procureur puisse poursuivre et que derrière, vous ayez suffisamment aussi de moyens humains au niveau de la justice pour poursuivre et condamner, alors oui, il y a du résultat. Le vrai sujet, c'est que pendant des années, droite et gauche confondues. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans ma famille politique, on s'en est rendu compte. Si on ne remet pas des moyens extrêmement importants pour justement réarmer l'État, et réarmer la justice, alors on n'y arrivera pas. Il est anormal aujourd'hui qu'on mette 2 ans pour arriver à une première condamnation. On ne condamne pas assez vite. Quand aujourd'hui vous attrapez notamment des adolescents, le vrai sujet aussi, ce qu'on peut voir que ce soit à Lyon ou ailleurs, c'est la délinquance des mineurs. Aujourd'hui vous attrapez un mineur, mais il va être condamné 2 ans après. Mais ça n'a aucun sens. Où est l'exemplarité de la sanction, la peur de la sanction ? Il faudrait des sanctions immédiate qui arrive très vite, avec un juge de proximité, avec une procédure qui permettrait d'avoir des délais réduits. Et au-delà de ça, peut-être aussi des choses sur lesquelles il faut pouvoir s'appuyer. Ça se passe aux Pays-Bas, j'ai regardé ce qui se passait. Je sais que dans ma famille politique, il y a eu ce débat-là. C'est qu'aux Pays-Bas, alors il faut bien sûr continuer à construire des places de prison, parce que ça fait des années, ça fait des décennies qu'on dit qu'il faut qu'on en crée 15 000 ou 30 000, et personne ne le fait, que ce soit M. Macron comme M. Hollande ne sont pas des champions du monde sur la création de places de prison. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi un petit peu changer le système. Dans les Pays-Bas, par exemple, vous pouvez être condamné à quelques jours, quelques semaines de prison, et vous les faites systématiquement. Et résultat des courses, parce que vous n'avez pas un problème dans l'application des peines, parce qu'aujourd'hui en France, pour être sûr de faire de la prison ferme, il faut être condamné à au moins 2 ans. Eh bien, à partir de ce moment-là, vous avez aussi une sanction qui tombe très vite et qui montre aussi aux personnes qui peuvent être tentées par la délinquance que la sanction et que l'enfermement, ce n'est pas qu'une lointaine promesse. Benjamin Badoir, du coup, vous avez un petit peu de retard, vous avez le temps de développer sur la sécurité. Tout à fait. Effectivement, sur la sécurité, c'est très important pour nous. Il y a clairement, depuis quelques années, une crise de confiance entre les citoyens et la police, et qui est pourtant un des éléments fondateurs de notre pacte républicain. Et il y a besoin de travailler là-dessus. Je pense que ça peut être dû pour beaucoup à des violences policières. Ça peut être dû aussi à un ensemble de lois toujours plus répressives. Chaque année, il y a des nouvelles lois sur la sécurité, toujours plus répressives, en pensant qu'on va trouver des solutions avec ça.
Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on va vers le plus répressif, mais en fait, les solutions, on se rend compte. Mais parce que la société devient de plus en plus violente. Les voyous d'il y a 10 ans ne sont pas les mêmes voyous qu'aujourd'hui. Je peux vous le garantir en tant que maire. On se rend compte, en tout cas, plus les lois sont de plus en plus répressives et ça ne fonctionne pas. Là, ce qu'on a besoin, c'est vraiment de recréer du lien entre la police et les citoyens, de recréer cette confiance. Et vous me parliez de ce qu'a pu faire la droite, de s'est rendu compte de certaines évolutions. On n'oublie pas, clairement, que c'est Sarkozy, en tant que ministre de l'Intérieur au début des années 2000, qui a arrêté la police de proximité, qui créait ce lien, justement, qui n'était probablement pas parfaite, mais qui créait ce lien. La police de proximité, c'est un faux débat. Je vous jure, c'est dogmatique. Laissez-moi finir. Donc, c'est donc M. Sarkozy, en tant que ministre de l'Intérieur, qui a supprimé la police de proximité. Ensuite, c'est lui, en tant que président de la République, qui a supprimé encore à peu près 10 000 postes de fonctionnaires dans la police. Et ça, c'était une erreur, je le convainc. C'est une erreur. Non, mais je le dis très clairement. Il faut arrêter de... Mais moi, C'est quand même dommage. Donc, aujourd'hui, effectivement, nous, les écologistes, avec, ça se voit à la ville de Lyon, mais aussi dans le programme de Jadot, c'est l'idée de recréer une police nationale de proximité. C'est créer cette police qui est proche des citoyens, qui recrée du lien social, parce qu'en fait, la police de proximité, c'est elle qui connaît le mieux les citoyens, qui connaît le mieux les problématiques locales, et qui pourra travailler sur cette gestion de crise. Donc nous, on est sur ce lien social très clair. Sur cette police de proximité. Ensuite, il faut bien avoir en tête qu'il y a le côté concret de plus d'humains sur le terrain, mais il y a aussi toute la prévention. En fait, la sécurité, c'est pas que de la répression au quotidien, c'est aussi beaucoup de prévention. Et c'est la sécurité d'avoir un logement, c'est la sécurité d'avoir un emploi, c'est la sécurité alimentaire. Donc c'est là-dessus, c'est là où on revient sur ce projet global de l'écologie. Ce n'est pas juste tout est lié en fait. Donc là, c'est toutes ces sécurités. Et enfin, je voulais rappeler, en termes de délinquance, pour moi, parmi les premiers délinquants, c'est les délinquants fiscaux, c'est ceux qui ne payent pas leurs impôts. Vous ne pouvez pas mettre sur le même truc le trafiquant de drogue On perd des millions d'euros. Non, mais justement, vous allez voir le lien. On perd des millions d'euros, sinon des milliards d'euros, de personnes qui ne payent pas leurs impôts en France, qui payent leurs impôts dans les paradis fiscaux, qui ne payent pas leurs impôts dans les paradis fiscaux. C'est des milliards d'euros que l'on perd. Et avec ces milliards d'impôts, justement, on pourrait avoir plus de police de proximité, on pourrait avoir plus d'argent dans le social pour accompagner ces personnes en difficulté. Donc en fait, si on était très actif sur ces sujets-là de la délinquance financière, clairement, on pourrait agir plus activement dans la sécurité du quotidien. Mais, moi, quand on parle de délinquance financière, bien sûr qu'il faut lutter contre la fraude, etc. Et aujourd'hui, quand on est français, qu'on est sur le territoire français et qu'on gagne de l'argent, l'honneur d'être sur ce territoire, c'est de payer des impôts. Et je pense qu'on est tous heureux autour de la table, même ceux qui nous regardent. Je vais conclure sur ce débat pour qu'on puisse avoir attendre parler d'animaux. Non, mais il y a un moment, plus vous augmentez aussi, plus vous étranglez, et plus, à force de mettre des contraintes, c'est un sport très français. D'où les recettes climatiques, il faut imposer les plus riches. Non, mais moi je pense qu'il y a un moment, il y a un truc qui est... Peut-être qu'en France, on arrive à comprendre quelque chose. Avant, il y a toujours très peu de réglementation, puis après on en met beaucoup, puis on charge la mule. Le problème, c'est qu'on a un sport national dans notre pays qui est que quand vous mettez trop de règles, on essaye de les contourner. Donc il y a un moment, il faut peut-être juste arrêter d'assommer les gens d'impôts, parce qu'aussi on est dans un monde ouvert où si il y a des possibilités... Effectivement, il faut arrêter les imposer d'impôts. Par contre, les très riches, sachant que on a vu avec le rapport d'Oxfam dernièrement... Vous ne pouvez pas envoyer un signal de dire vous réussissez, on vous écrase. Les milliardaires de l'autre côté ont doublé leurs revenus en 19 mois. Je dis simplement... hallucinant. Je dis simplement qu'il y a un moment dans ce pays... Oui, mais je dis aussi simplement que dans ce pays, il faudra arrêter de mettre les uns en face des autres, notamment, par exemple, ceux qui ont des difficultés dans la vie et ceux qui ont réussi. Moi, ce que j'aimerais en France, c'est que quand vous voyez quelqu'un qui a réussi, vous ne le pointiez pas du doigt en disant « Tiens, alors lui, il a réussi, on va lui en prendre un peu plus, et puis de toute façon, s'il a réussi, c'est qu'il est suspect. » Ce que j'aimerais, c'est que chaque enfant, y compris s'il est issu d'un milieu modeste, se dise « Eh ben moi aussi, demain, ça peut me donner envie de réussir. » Et qu'il n'y ait plus cette jalousie aujourd'hui. Enfin, vous le voyez aujourd'hui dans l'état de crispation qu'il y a dans ce pays. Moi, j'en ai assez que tout le monde se pointe du doigt. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse redevenir un pays où, à un moment, on arrive à refaire nation. Et quand on arrive... Enfin, vous voyez ce que je veux dire tout à fait. Le vrai sujet, on ne peut pas taper sur... Non, mais moi, je ne suis pas là pour... On a des ultra-riches. Non, mais moi, on va laisser Benjamin je ne suis pas riche ni ultra-riche. Et voilà. Il est assez en retard en temps de parole. Mais je dis simplement... Et je dis simplement que moi, à mon sens, si on veut à un moment refaire nation, c'est éviter de dire on va taper sur les riches pour faire plaisir aux pauvres. C'est pas parce que vous tirez ceux qui sont en haut vers le bas que vous ferez monter ceux qui sont en bas vers le haut. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je sais pas ce que vous avez pensé de la théorie du ruissellement. Pour moi, elle n'a pas franchement fonctionné. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche non plus. Donc je suis très à l'aise là-dessus. Il va trouver des solutions au bout d'un moment. En fait, la France, elle n'est pas plus pauvre qu'avant. Elle est encore très très riche. Simplement, il y a beaucoup plus de pauvres et beaucoup plus de riches, de très très riches, des milliardaires. On l'a dit tout à l'heure. Le rapport d'Oxfam nous l'a montré. Les milliardaires ont doublé, je crois que c'est doublé leurs revenus en 19 mois
pendant la crise. Ils ont profité de la crise. Donc à ce moment-là, quand quelqu'un a des milliards d'euros de patrimoine, des dizaines de milliards d'euros de patrimoine, qu'est-ce qu'il en fait? Il va 3 fois chez Bocuse par jour, après il fait quoi? Au bout d'un moment, on peut partager, c'est assez simple. Donc c'est ce qu'on propose, c'est simplement de partager un tout petit peu, et ils resteront très très riches, ces personnes-là. Il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Donc simplement, et c'est pas de la stigmatisation, et c'est pas de dire on est les riches contre les pauvres, etc. C'est le partage. Et Ce que je veux simplement dire, c'est que ceux qui ont les moyens aujourd'hui peuvent encore investir sur notre territoire, mais il faut qu'on soit incitatif. Tout à fait. Et moi, je pense que justement, plutôt que de leur taper dessus, incitons. Moi, relançons pas le débat, on arrive déjà au terme de cette émission. On vous réinvitera, messieurs, parce que je sens que c'est des débats qui sont intéressants, que vous avez très envie de débattre. On avait une 4e thématique, je vous propose de l'aborder simplement d'un mot de conclusion, c'était l'alimentation. En 1 minute, Benjamin Badouar, votre proposition? Effectivement, sur l'alimentation, c'est très important, comme la sécurité, comme le logement et autres. Il faut qu'on ait une sécurité alimentaire. Nous, ce qu'on souhaite, il faut déjà être au courant qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en France qui ne se nourrissent pas suffisamment. On l'a vu avec le Covid, avec des centaines et des milliers d'étudiants qui faisaient la queue sur des centaines de mètres pour arriver à manger. On a un vrai problème là-dessus. Nous, on veut travailler aussi sur la qualité de l'alimentation, avec petit à petit une sortie des pesticides. Macron, ça a été le contraire complet. Il a remis des pesticides, encore cette semaine, hier. La Commission européenne nous a encore tapé sur les doigts, la France, sur la stratégie d'utilisation des deniers de la PAC. En fait, on va vers le moins de bio, on va vers plus d'aide aux pesticides, à la HVE, donc haute valeur environnementale, mais en fait, ce sont une alimentation avec des pesticides. Donc en fait, la France ne fait que de se faire taper sur les doigts. Nous, ce qu'on souhaite, c'est sortir petit à petit des pesticides, mais déjà avec un certain volontarisme, donc assez rapidement sortir du glyphosate, sortir des néonicotinoïdes. D'ici 2027, réduire de moitié les pesticides, et ça aide aussi les agriculteurs, et c'est bon pour la santé, et c'est bon pour le climat. Donc nous, on veut aller là-dessus. Et puis plus globalement, c'est juste pour conclure, hein, si c'est le moment de conclusion, en fait, les politiques, c'est assez simple, on a un budget, que ce soit sur la ville de Lyon, de Rieux, de la métropole et autres, et la question, c'est de savoir où on le met. Et en fait, là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est plus dans les 30 glorieuses, on n'est plus sur la production à tout va, on est sur une transition écologique indispensable, le GIEC l'a rappelé, 3 ans pour agir. Donc maintenant, quand on est au pouvoir, on a un budget et ça dépend. Et toute la question de savoir où on l'oriente. Nous, c'est sur la transition écologique et solidaire et on est très clair là-dessus. Alexandre Sandet, je ne vais pas vous surprendre si je vous dis que j'ai une vraie différence. Avec la guerre en Ukraine, on le voit, les prix des matières premières et notamment des produits alimentaires sont en train d'exploser. Et il y a un vrai sujet, c'est que dans notre pays, on est moins bon et moins performant qu'il y a quelques années, notamment sur l'autosuffisance alimentaire, alors qu'on était une des plus grandes agricultures du monde. On l'est encore parce qu'on est un pays producteur important, cependant on a un peu reculé. Et le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas que le bio. Il faut du bio. Moi, pareil, en tant que maire, j'ai mis du bio dans mes cantines. Je crois qu'on est sur une part de 40 à 50%. Mais au-delà de ça, si on veut réduire les coûts, il faut que nos producteurs puissent vivre de leur production et que les agriculteurs puissent vivre de leur métier. Moi, aujourd'hui, en tant que petit-fils d'agriculteur, je peux vous dire que c'est un métier qui est extrêmement difficile et où certaines personnes vivent avec 300 ou 400 euros par mois quand ils arrivent à se les sortir. Ça, c'est la première chose. Et il faut que les agriculteurs puissent demain vivre de leur travail et transmettre leur exploitation. C'est pas normal qu'aujourd'hui, ils ne puissent pas le faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, au-delà d'augmenter la production, donc c'est vrai que ça va parfois en contradiction avec le fait d'enlever tous les produits, parce que malheureusement, alors il faut être extrêmement vigilant sur leur utilisation, ça je suis bien d'accord, mais je dis simplement qu'on ne peut pas être non plus sur quelque chose pareil, encore une fois, de dogmatique en disant on arrête tout, parce que vous aurez deux problèmes. Le problème de la productivité, le problème des coûts, parce que forcément, enlever un certain nombre de produits tout de suite maintenant, c'est un coût extrêmement important qui sera répercuté sur le consommateur. On accompagne. Et la troisième chose, c'est que je pense qu'il faut développer le circuit court. Si vous arrivez à allier ces 3 choses-là, alors vous pouvez peser un peu plus sur les choses, notamment sur l'alimentation, parce qu'à manger sain, c'est une chose. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même un des pays, on le voit, où on a un contrôle de l'alimentation qui est un des plus drastiques. Et on a la chance d'être en France. Le vrai sujet, après, il est à l'échelle de l'Europe, il est même à l'échelle même de l'OMC. Ce qui serait bien, c'est que les produits qui arrivent chez nous soient aussi contrôlés que ce que nous, on contrôle directement. Parce que nos producteurs ont des règles qui sont extrêmement drastiques. Et ce qui serait bien, c'est qu'elles s'appliquent de partout. Je prends notamment... Et pour conclure donc je conclurai par là. Le vrai sujet, c'est bien sûr, au-delà de la sécurité alimentaire, c'est aussi le pouvoir d'achat. Parce que si vous avez des circuits courts, mais que de l'autre côté, vous n'assurerez pas des revenus à nos agriculteurs, de toute façon, vous ne réglerez pas le problème.
Alors, sur le temps de parole, on est à peu près bien. On a déjà largement débordé pour cette émission. On a des choses à dire. Donc, on vous réinvitera pour faire un nouveau round. Je vous remercie, messieurs, en tout cas. Je vous rappelle le premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Et je vous retrouve lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.